Le récit s'amorce dans le bourbier infâme de Mexico, où l'on découvre une avocate à la conscience singulièrement malléable, une certaine Rita Mora Castro. Cette prétendue incarnation de la vertu aide un politicard, Gabriel Mendoza, à échapper aux répercussions pour avoir buté sa propre putain de femme. Pleinement lucide que ce dépravé est coupable jusqu'à la moelle, Rita fabrique sans le moindre scrupule une fable de suicide avec son complice pour camoufler l'homicide. Évidemment, l'appareil judiciaire vérolié jusqu'à l'os acquitte Mendoza et Rita a l'audace de s'apitoyer sur cette mascarade judiciaire qu'elle a personnellement mise en scène. Terrée au fond d'une cabine de latrine, Rita reçoit un appel pour le moins préoccupant. Un correspondant anonyme lui enjoint de se radiner à un kiosque dans les 10 minutes pour un nouveau client, une offre qui transpire le guet-apens à plein nez. Au terme d'une courte réflexion, elle choisit de se plier aux ordres. Sans surprise, une escouade de brutes l'empoigne et la balance sans cérémonie dans un van. On la trimballe sans égard au cœur d'un putain no man's land désertique pour une entrevue avec le tristement fameux caïd du cartel, Juan Manitas del Monte. Rita, dans un essai lamentable pour se le concilier, se lance dans une litanie de ses exploits sordides, croyant naïvement que ça lui sauvera le cul. Cet éminent connard lui dévoile alors le motif totalement déjanté de sa convocation. Il lui expose son intention de changer de sexe et clarifie avoir déjà entamé une thérapie hormonale. Rita hérite donc de la tâche de dénicher un chirurgien pour le parrain, une mission qui atteint un palier inédit dans le putain de foutoir professionnel. Sa recherche la conduit à Bangkok, une métropole où les liasses de son client peuvent s'offrir absolument tout. Tandis qu'elle poursuit ses investigations, Manitas dépêche ses sbires pour la presser et la contraindre à accélérer la cadence. Elle parvient finalement à obtenir une entrevue avec un praticien, un certain Dr Wasserman, pour une conversation qui promet d'être surréaliste. Wasserman, lui-même tourmenté par sa propre dysphorie de genre, prend la résolution hautement contestable de parlementer avec un putain de baron de la drogue. Simultanément, Rita fait la connaissance de l'épouse de Manitas, Jessie, une malheureuse qui ne se doute absolument pas que sa vie entière va être pulvérisée de façon grandiose. Le mandat suivant de Rita impose d'exfiltrer clandestinement Jessie et ses garçons, Angel et Diego, vers la Suisse sous de fausses identités. Au terminal, Rita est témoin de séparation crève-cœur, expédiant cette famille déboussolée vers une existence factice qu'elle est incapable d'appréhender. Une fois la femme ayant volé, Manitas décrète la mission de Rita achevée et lui fait miroiter un putain de pactole pour sa collaboration. Rita chide de bonheur aux anges d'être rémunérée pour sa participation à cette mascarade merdique et grand-guignolesque. Pour couronner la duperie, Manitas orchestre un simulacre d'exécution mafieuse afin de valider publiquement son propre décès. En Suisse, Jessie, totalement effondrée, encaisse la nouvelle et pleure son époux qui, en vérité, est bien en vie, attendant son ultime intervention chirurgicale. Post-opération, l'entité jadis connue comme Manitas adopte le nom d'Emilia Pérez, parachevant ainsi sa métamorphose. 4 ans s'écoulent et l'on retrouve Rita arborant une nouvelle apparence tirée à 4 épingles, menant la grande vie grâce à son pécule malhonnêtement amassé. Tandis qu'elle dîne en compagnie de relations, elle est accostée par une femme qu'elle identifie sur le champ comme étant Emilia. Emilia pulvérise promptement l'assurance de Rita en dévoilant son identité, déclenchant une putain de terreur qui se peint sur ses traits. Il est manifeste qu'Emilia l'a pistée pour réclamer de revoir Jessie et leurs enfants, un projet narcissique et putain de périlleux. Rita, championne toute catégorie de l'approbation d'idées à la con, arrange une visite pour Jessie et les gamins au domicile d'Emilia. On sert à la famille la fable selon laquelle Emilia serait une cousine éloignée de Manitas, destinée à endosser le rôle de tante pour les garçons. Emilia jubile en retrouvant ses fils, s'offrant enfin ce tableau de famille totalement artificiel qu'elle a si âprement manigancé. Jessie, en revanche, est putain de perplexe devant cet arrangement saugrenu et l'irruption de ce nouveau membre dans la famille. Elle ne tarde pas à reprendre contact avec un ex Gustavo Brun, comme si son existence n'était pas déjà un putain de bourbier monumental. Lors d'un déjeuner, Rita et Emilia tombent sur une femme cherchant désespérément son fils, une énième victime baisée jusqu'à l'os par les cartels. Cette confrontation précipite Emilia dans une spirale de remords, l'obligeant à faire face à l'atroce vérité de son propre passé maculé de merde. Plus tard, en couchant l'un de ses fils, le gamin lui glisse que son parfum lui évoque celui de son père. Cette remarque assassine la percute comme un direct à l'estomac venu des abysses, une piqûre de rappel brutale du salopard sanguinaire qu'elle fut jadis. Moi, par une prise de conscience aussi soudaine qu'opportune, Emilia a créé une fondation baptisée la Lucicita, dont la vocation est de retrouver les charniers des victimes des cartels. Elle se met à exploiter son ancien carnet d'adresses de crevure, négociant des pactes avec des détenus pour identifier la position de leur cimetière clandestin. Plusieurs cadavres sont alors identifiés, dont celui du fils de la mère en larmes croisées plus tôt, et l'organisation se met à produire de vrais putains de résultats concrets.
Rita met à profit son savoir-faire juridique pour transformer la fondation en une structure légale et performante. Pendant ce temps, Jessie continue sa romance avec Gustavo, totalement immergée dans sa propre tragédie sentimentale et putain de nombriliste. Elle a même la putain d'audace de se lamenter auprès d'Emilia au sujet de son passif avec Manitas, ignorant totalement qu'elle s'épanche auprès du connard lui-même. Emilia et Rita montent une soirée de prestige levant des fonds auprès de Nancy Trouduc pour leur nouvelle croisade de rédemption. Rita, avec sa lucidité coutumière, note avec justesse que la moitié des convives sont des ordures recyclant leur pognon ensanglanté pour s'acheter une vertu. Durant la soirée, Emilia croise Epifania Flores, dont le mari tortionnaire était l'un des types dont sa fondation a exhumé la dépouille. Epifania manifestait une immense délivrance, confessant se sentir enfin à l'abri maintenant que le trépas de son bourreau est avéré. En signe de sororité, Emilia fourre discrètement une lame dans le sac d'Epifania afin qu'elle puisse assurer sa propre protection. Cette communion née d'un traumatisme partagé évolue en idylle et Emilia et Epifania débutent une liaison. Rita, de plus en plus submergée par le cours des choses, s'octroie un fugace instant de faiblesse avec Emilia à propos de sa propre vie de merde. Emilia martèle qu'aucune de ses foutaises caritatives n'aurait pu voir le jour sans elle, une assertion qui est tragiquement et putain d'exacte. Plus tard, Rita tombe sur Jessie et Gustavo en plein corps à corps décomplexés dans une discothèque, validant ses pires craintes quant à cette putain d'idylle. Le chaudron finit par déborder putain lorsque Jessie annonce son projet de se tirer avec Gustavo, précisant qu'elle embarque les putains de mômes. Emilia disjoncte complètement, bloguant que les enfants lui appartiennent dans un putain d'acte manqué désastreux qui crache toute la vérité. Saisie d'une fureur incontrôlable, Emilia replonge dans ses vieilles habitudes, dépêchant des voyous pour défoncer la gueule de Gustavo et le soudoyer pour qu'il aille se faire enculer loin du Mexique. Jessie lui rétorque d'aller se faire mettre en se tirant quand même avec les garçons, ce qui incite Emilia à bloquer ses comptes et à faire de leurs différends une guerre ouverte. L'infortunée Rita se retrouve coincée entre le marteau et l'enclume, contrainte de jouer les intermédiaires entre un baron de la drogue transgenre enragé et son ex-épouse ignorante et furibonde. L'histoire bascule plus profondément dans le sordiède quand Epifania déboule, ce qui mène à la révélation qu'Emilia s'est fait putain de kidnapper. La preuve du rapt se matérialise sous la forme d'un putain de paquet cauchemardesque au bureau de Rita contenant 3 phalanges tranchées d'Emilia. Rita joint Gustavo qui s'avère sans surprise être le salopard aux manettes de l'enlèvement et celui-ci réclame une putain de somme astronomique. En dernier recours, Rita assemble une unité de flics pour lancer une descente sur le point de rendez-vous fixé pour Gustavo. Le groupe d'assaut débarque, mais les indices de Gustavo les flairent instantanément, provoquant un putain de carnage balistique. Au cœur de ce déchaînement de violence, Emilia sélectionne cet instant particulièrement merdique pour balancer son secret colossal à Jessie. Elle confesse l'entièreté de ce putain de sac de nœuds psychologique, révélant à une Jessie catatonique qu'elle n'a jamais cessé d'être Manitas et ravivant le souvenir du commencement de leur histoire. Jessie se sent l'esprit totalement violé par cette confession, noyée sous un raz-de-marée de remords, de stupeur et de désarroi abyssal. Avant même d'avoir pu encaisser ce chaos intégral, Gustavo chope Emilia, la jette dans le coffre et se tire avec Jessie en otage. Mais Jessie, se découvrant enfin une putain de paire de couilles, braque une arme sur Gustavo et lui intime l'ordre de stopper cette putain de caisse. Leur bagarre acharnée pour le flingue fait perdre à Gustavo la maîtrise du véhicule. L'automobile quitte la chaussée et se désintègre dans une explosion, anéantissant Emilia, Jessie et Gustavo instantanément. Dans le sillage du drame, Rita prend les choses en main et devient la tutrice des 2 garçons dorénavant orphelins. Le film s'achève de retour à Mexico où Epifania conduit un cortège public monumental en l'honneur d'Emilia et du legs profondément vicié qu'elle a laissé derrière elle.